Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de niveau première pour revenir sur la notion de Terre ronde et du coup la circonférence de la Terre qui a été calculée par Eratosthène il y a 2000 ans avec un chameau et un bâton. Donc il faut le faire quand même, je vous réexplique un petit peu le topo, on fait les calculs ensemble pour voir un petit peu si c'est beaucoup trompé ou pas et je vous réexplique surtout tous les fondements de sa réflexion. Première chose, avant d'attaquer cette activité, je vous conseille de regarder la vidéo sur la trigonométrie, l'expliquer suffisamment en tout cas pour faire le lien entre radian et degré. Et moi je vais travailler en radian ici, il faudra reconvertir ça en degrés. Donc pour revoir ça, allez voir la vidéo derrière. Alors, je vous explique un petit peu comment Eratosthène a cheminé sa réflexion. Et après on revient un petit peu sur le détail de tout ça. L'idée c'est la suivante. Il a fait, Eratosthène du coup, une expérience, enfin en réalité deux expériences. La première qu'il a faite, c'est déjà une constatation, et cette constatation, il l'a faite à Sienne, qui est de cette ville qui est ici. À Sienne, en fait, il y a un puits qui est plutôt profond, et il s'est rendu compte que le jour du solstice d'été, le 21 juin donc, nous avions ici, à midi, tout pile, le fond du puits qui était complètement éclairé. Il en a déduit une chose, il s'est dit, ah bon, du coup, si le fond du puits est éclairé, c'est forcément que derrière, j'ai de la lumière qui arrive dedans. Ça paraît logique, vous me direz, mais c'est déjà un bon constat. Ça veut dire que si mon puits, je vous le montre ici, juste en dessous, si mon puits, je le modélise sur mon schéma comme ça, alors la lumière arrive comme ceci, à midi, le 21 juin, dans mon puits. Alors pourquoi c'est une première constatation qui est intéressante? Parce que du coup, derrière, Eratosthène, il a dit que tous les rayons du soleil devaient arriver parallèle à ce premier rayon qui est ici. Donc finalement, ce rayon-là est un rayon en quelque sorte étalon qui nous a permis de savoir que tous les autres rayons arrivaient parallèles. Évidemment, la question qu'on se pose tout de suite, c'est en quoi il peut se permettre de dire que tous les rayons sont parallèles? Alors pour ça, je vais vous montrer un petit schéma, vous allez voir, c'est très facile à comprendre. L'idée, c'est la suivante. Dites-vous que vous avez ici la Terre. Okay, on va essayer de le faire au moins un tout petit peu à l'échelle, histoire d'avoir quand même quelque chose d'à peu près correct. Donc la Terre ici, je vais même la faire encore plus petite. Et ici, le Soleil. Voilà, en très gros et plutôt loin. La question maintenant, c'est, ok, je vais supposer, donc, comme je sais que mon puits est éclairé, c'est que la lumière arrive. Si la lumière arrive, c'est que j'ai un rayon du Soleil qui arrive jusqu'à la Terre. Maintenant, imaginons qu'il existe un autre rayon du Soleil qui ne soit pas parallèle à ce rayon qui est ici. La question c'est, est-ce que du coup le rayon arrive sur Terre? Eh bien en fait, comme le Soleil est extrêmement loin par rapport à la Terre, environ 150 millions de kilomètres, en fait finalement on peut considérer qu'il est quasiment à l'infini, le Soleil. Or, chose qui est intéressante, c'est que plus on fait, imaginez à la base un petit écart, vous voyez l'angle ici que je fais avec mes deux stylos, il est très faible, il est de l'ordre du degré en fait, il est tout petit. Pour autant, comme vous le remarquez, ici l'écart entre les deux est très faible et pourtant plus je fais de distance, plus l'écart s'agrandit. L'angle est évidemment toujours le même, mais l'écart ici s'agrandit. Donc vous imaginez bien que plus je vais continuer, là imaginez que je fasse un tout petit angle, là. Vous voyez l'angle est vraiment tout petit, mais au fur et à mesure de la trajectoire de la course de ce rayon de lumière, j'ai un écart qui est de plus en plus grand et la Terre, je l'ai manqué. Donc finalement, le raisonnement il était le suivant. Peut-il y avoir un rayon non parallèle à celui qui arriverait ici dans le puits et qui arriverait sur Terre? Eh bien, la réponse est donc non. Pourquoi? Parce que si c'était possible, alors dans ce cas-là, ce rayon-là devrait arriver sur Terre. Or, on voit que dès que j'ai un petit angle, sur une longue distance, cet angle va créer un gros décalage. C'est le principe, c'est pour ça, par exemple, si vous regardez le biathlon comme c'est la période actuellement, il faut que l'arme, dès le début, soit extrêmement précise, puisque le moindre décalage d'angle par rapport à sa cible, et sachant que sa cible elle peut être parfois à 50 mètres, eh ben, un décalage de ne serait-ce qu'un demi-degré sur son arme va créer un décalage de plusieurs centimètres sur sa cible à la fin, et donc du coup va manquer sa cible. C'est exactement ce même principe-là. Une fois qu'on a compris ça, on se rend compte que tous les rayons de la lumière vont arriver parallèlement les uns aux autres. Alors, pour faire le raisonnement, je vais me baser maintenant sur un schéma ici qui vaut. Donc, ici, je me suis représenté donc, la situation à Sienne. On est donc sur la Terre, on a le puits, il est midi le 21 juin. J'ai donc la lumière qui arrive parfaitement dans le puits, puisqu'il est complètement éclairé.
Je sais que tous les rayons de la lumière à ce moment-là qui seront proches vont arriver tout proches, n'importe quoi, que tous les rayons de la lumière à ce moment-là arrivent tous parallèlement les uns aux autres. Et du coup, qu'est-ce qu'a fait comme expérience Eratosthène? Eh bien, il est allé, alors évidemment pas le même jour, hein, il n'a pas pu visualiser ça et puis aller faire la deuxième expérience qu'il va faire avec. Donc il a fait ça soit l'année d'après, soit plusieurs années après, j'ai pas la temporalité de la chose. Il a pris un bâton. Son bâton, il faisait 2 mètres. Il est ici, son bâton. N'importe quoi, excusez-moi. Il est ici, son bâton. Son bâton de 2 mètres, il l'a planté dans la ville d'Alexandrie. Vous voyez, il est là. Il l'a planté comme ça. Donc on est bien d'accord, hein, s'il plantait quelque chose, donc il plante quelque chose de droit, donc ça fait ça. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, c'est quoi? C'est la perpendiculaire à la tangente au cercle. Si je trace la tangente ici, vous voyez, planter un bâton, c'est donc faire la perpendiculaire. Donc, il plante son bâton ici. Et il se rend compte qu'il a une ombre, ce bâton. Oui, effectivement, parce que là, oui, je n'avais pas d'ombre parce que j'éclaire directement le fond du puits, mais comme j'ai le côté arrondi, la terre qui est évidemment ronde, à ce moment-là, j'ai cette petite ombre. J'ai cette petite ombre qui a... Et donc, ça, c'est l'ombre. Cette ombre-là, il l'avait mesurée, évidemment, avec les outils de l'époque, et il avait vu que ça faisait 25 cm. Voilà. Et il s'est dit, bah tiens, je me rends compte que là, finalement, d'où ce que je vous disais juste avant, cette ombre-là, comme elle est collée à la Terre, c'est en fait la tangente au cercle qui est ici. Et donc, en fait, finalement, ici, cette courbe-là est perpendiculaire. Tant pour moi. Le bâton qui est donc perpendiculaire à l'ombre qui est ici. Et j'ai donc un triangle rectangle. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir fait ça? Parce que ici, cet angle, alors pour le moment on ne voit pas encore l'intérêt, mais on va y aller étape par étape et vous allez voir à la fin quand même le cheminement est très très joli. Ici j'ai un angle, d'accord? L'angle au sommet de ce triangle, on cherche à le trouver. Le truc c'est que ce côté-là, donc je vous rappelle, hein, on regarde un petit peu tous les côtés du triangle, on regarde un petit peu ce qu'on a et puis après on décide si on utilise le sinus, le cosinus ou la tangente. Donc moi je veux un angle, je sais que j'utilise ma trigonométrie parce que je suis dans un triangle rectangle et que j'ai 2 longueurs. Pour ça, je sais que ça, c'est le côté opposé, ça c'est le côté adjacent, ça c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse, je ne l'ai pas. J'oublie du coup toutes les formules de trigonométrie qui pourraient éventuellement utiliser l'hypoténuse, c'est-à-dire sinus et cosinus. Il me reste donc la tangente. Donc je calcule la tangente de cet angle-là, qu'on va appeler évidemment θ, qui est égale du coup à côté opposé sur côté adjacent, c'est-à-dire 25 cm sur 2. Faites attention évidemment, on met les mêmes unités. Donc je vais tout mettre en mètres. Ça nous fait du coup du 0,25 divisé par 2. 0,25 divisé par 2, ça fait donc 0,125. Voilà pour la tangente θ. Si vous calculez ça à la calculatrice, alors là il n'y a pas de calcul vraiment à faire, hein, à part 0,25 sur 2, faites pas ça à la calculatrice bien sûr. Moi ce que je veux évidemment c'est l'angle qui est ici. Moi la tangente de l'angle ne m'intéresse pas du tout. Si je veux trouver l'angle, je vous rappelle que pour les calculatrices Casio, je crois que c'est la touche qui s'appelle arc-tangente. Et je crois que sur les TI, elle s'appelle plutôt tangente moins 1. Ou c'est l'inverse, mais je pense que les TI c'est ça, et là c'est pour les Casio. Donc vous faites... Pourquoi je fais ça? Pour annuler la fonction tangente. De cette façon, je peux isoler le θ. Donc je fais arc-tangente de cette valeur-là, et ça va me donner l'angle. Attention, angle qui va être donné en radian. Et là, θ, on se rend compte qu'il fait quasiment quelque chose du style 0,125. En fait, quand l'angle est petit, la tangente a quasiment la même valeur. Et ça, voilà, c'est un angle qu'il va falloir maintenant convertir en degrés. La technique, je ne vous la rappelle pas, je vous laisse aller voir la vidéo. Ça fait à peu près 7 degrés. Donc cet angle qui est ici, c'est θ, et il vaut 7 degrés. Ok. Bon, premier résultat qui est toujours intéressant à prendre, mais bon, pour le moment, on se dit, ok, il est gentil Eratosthène, hein, il est allé voir son puits, il a marché 500 km, et puis derrière, pour me planter un bâton, et derrière, on va déduire qu'il y a un angle de 7 degrés. Effectivement, pour l'instant, ça n'a aucun intérêt. Et finalement, l'intérêt, il va venir maintenant, et vous allez voir à quel point c'est fort. Deuxième petit schéma, le voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cheminement de réflexion-là? Ici, si je prends mon bâton et que je continue, je le prolonge dans mon cercle. À un moment donné, je vais rencontrer le centre. N'importe quel comment on appelle ça, segment, voilà, on va prendre un segment. N'importe quel segment qui serait perpendiculaire à une tangente à un moment donné, quand je vais le prolonger, va rencontrer à un moment donné bon là c'est très mal fait, hein, c'est absolument pas perpendiculaire ce que je viens de faire, va rencontrer à un moment donné le centre de la Terre.
Donc ce segment-là, si je le prolonge, vous voyez, bon, je rencontre le centre à un moment donné. Je ne sais pas encore quand, mais je sais que je vais le rencontrer. Ce qui est bien, c'est de se dire que, pareil ici, le puits, on peut voir ça comme une espèce de bâton qui sort de la Terre comme ça, et le rayon de la lumière qui est ici, quand je vais le prolonger, va lui aussi rencontrer un jour ou l'autre le centre de la Terre. Comme lui rencontre le centre de la Terre à un moment donné, et que lui doit rencontrer le centre de la Terre à un moment donné, leur croisement est en fait, ici, le centre de la Terre, petit o. Maintenant, un nouvel angle est formé ici. Et pourquoi il est particulièrement intéressant cet angle? Vous allez le voir tout de suite, parce que cet angle-là, il définit un triangle, et ce triangle, il n'est pas anodin, parce que ce triangle, il est formé par le centre de la Terre, et ici, la périphérie de la Terre. Et ça, c'est ce qu'on appelle le rayon terrestre. Et en fait, j'ai un triangle isocèle formé avec les deux rayons terrestres. Mais cet angle, c'est quoi? Et là, on commence à avoir peut-être la petite intuition de se dire que si on a calculé ça, c'est peut-être pas pour rien. Et oui, parce que cet angle, il est formé par quoi? Il est formé par le bâton et par un rayon de la lumière. Ah tiens, cet angle était formé par quoi? Par le bâton et par un rayon de la lumière. Or, ces deux rayons sont parallèles, ces deux angles sont identiques. Donc cet angle-là fait aussi 7 degrés. Alors pourquoi c'est génial ce qui vient de se passer là? On est bien d'accord qu'à l'époque, ils ne connaissaient pas encore le rayon de la Terre. Déjà, il y avait encore le débat à ce moment-là, est-ce que la Terre est bien ronde? On ne sait pas trop. Donc, certains pensaient qu'elle était ronde, d'autres pensaient qu'elle n'était pas ronde. Ératosthène était évidemment du clan de ceux qui pensaient qu'elle était ronde et a déduit le rayon de la Terre grâce à sa petite expérience. Alors pour ça, il lui a fallu quoi? Je vous rappelle la petite définition, de nouveau dans la vidéo de la trigonométrie, la petite définition d'un angle. C'est le rayon ici, alors je appelle ça le rayon, là je prends le rayon de la Terre, multiplié par l'angle me donne l'arc de cercle qui est ici. Donc je vais appeler, je ne sais pas comment je peux l'appeler, je vais l'appeler Z. Voilà. Donc finalement, je me rends compte que si j'ai θ, ah mais je l'ai donc ça va, et que j'ai Z, je peux en déduire le R qui est là. Mais ce Z c'est quoi? Ce Z c'est cette distance qui est entre Sienne et Alexandrie. Et qu'est-ce qu'a fait du coup Ératosthène à ce moment-là? Il a pris un chameau, tout simplement. Il s'est dit, il savait quelle était la distance que pouvait parcourir un chameau tous les jours. Et il est parti sur une propriété du chameau qui est que, en fait, tous les chameaux, a priori, ont un pas qui est plutôt stable. Donc, si mon chameau il fait 100 mètres en 10 minutes, il fera toujours 100 mètres en 10 minutes. Bon, même si c'est pas très rapide, là, vous avez compris le principe. Alors, c'est évidemment douteux comme façon de faire, mais vous allez voir que ce qu'il va trouver, c'est quand même pas mal. Donc, à ce moment-là, ici, là, il prend son petit chameau de Sienne, il marche, comme ça pendant 50 jours, il arrive à Alexandrie, il a compté le nombre de jours évidemment, et c'est passé donc 50 jours, il a juste à multiplier par 50 la distance qui était parcourue en une journée, et chaque jour, je crois qu'il pouvait parcourir à peu près 7 km. Donc du coup, ça nous fait à peu près, j'espère que je ne dis pas de bêtises, 350 km. Je dis peut-être une bêtise à ce moment-là, bon, on verra si on trouve le bon résultat juste après. De toute façon, le rayon de la Terre, on sait le calculer aujourd'hui, c'est 6300 km. Et il a fait une toute petite erreur là-dessus. Donc, 50 jours à raison de 7 km par jour, ça fait effectivement 350 km au total. Donc, si je prends maintenant mon angle, attention, angle en radian, donc le 0,125. Je prends donc du coup mes 350 que je divise par 0,125. Si je fais ça, voilà, ça fait 2800, donc c'était pas du tout ça. Hop, il peut faire finalement 14 km par jour. Bon, je ne savais plus si c'était 7 ou 14. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait après pour en déduire la circonférence de la Terre? C'est tout bête. Alors, maintenant qu'il a le rayon terrestre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 2π fois R, et ça y est, il a la circonférence de la Terre. Ou alors, il peut aussi faire un petit produit en croix tout bête. Il sait que cette distance-là, du coup, de 700 km, elle correspond à un angle de 7 degrés. Donc il sait que 7 degrés, c'est 700 km. Il sait qu'un cercle entier, c'est 360 degrés. Il fait 360 multiplié par 700 divisé par 7. Et il en déduit, du coup, la circonférence de la Terre. Et donc, si on fait donc 360 multiplié par 700 divisé par 7, voilà, du coup, pour la technique d'Ératosthène qui se base finalement sur quoi? Sur un bâton, donc un calcul d'angle par une tangente, qui se base ensuite sur la définition d'un angle et de se dire que, ici, je vais avoir deux droites qui forment le même angle qui est ici. Donc l'avoir calculé ici, c'est l'avoir calculé ici. Il en déduit ici à dos de chameau cette distance-là. Il sait que cette distance-là correspond à un angle de 7 degrés. Il en déduit quelle distance pour 360 degrés. Ça y est, il a la circonférence de la Terre. Alors évidemment, à l'époque, Ératosthène, quand même, il ne faut pas oublier qu'il fait une plus ou moins grosse erreur. C'est qu'il fallait faire très attention
à ce que les deux villes qui sont ici soient sur le même méridien. Et finalement, ce n'est pas tout à fait le cas, mais on n'en est pas très loin. En réalité, alors pourquoi il faut s'assurer qu'on soit sur le même méridien, hein, si je vous redessine la Terre comme ça. Les méridiens, je vous rappelle, ce sont les courbes qui... Ouais, d'accord, déjà je fais n'importe quoi. Qui découpent la Terre de pôle à pôle, comme ça. Si je veux la circonférence de la Terre, c'est finalement tout un méridien entier. Si je commence à prendre ma mesure ici et que ma deuxième mesure est ici, à aucun moment j'ai du coup la circonférence de la Terre. Il faut bien que les deux mesures soient à peu près sur le même méridien. Comme ça, j'ai un arc de méridien de 7 degrés, j'en déduis du coup derrière après le tour entier du méridien. D'accord ? Donc c'est une des erreurs qu'il a pu faire, c'est ce qui lui a permis aussi de compenser l'erreur du chameau qu'il avait pu faire. Donc il faut faire juste attention à cette histoire de méridien. Voilà pour cette vidéo qui récapitule finalement toute la technique d'Ératosthène et finalement assez facile quand même, mine de rien, puisque ça se base sur de la trigonométrie finalement assez simple. Voilà, je vous remercie pour votre attention.